Dans un village du nord du Bénin, un tambour sacré se remet à battre seul au cœur de la nuit. Chaque fois que son écho traverse la brousse, quelqu'un disparaît. Les anciens parlent ça d'un pacte rompu. Les plus jeunes évoquent une malédiction. Mais lorsque la célèbre enquêtrice Awa Soglo arrive sur place avec son fidèle acolyte Joël, elle comprend vite une chose. Derrière les esprits, il y a toujours des hommes, ou des secrets qu'il préférerait laisser enterrer. La première fois que le tambour résonna, personne n'osa sortir de chez soi. Le son traversa la nuit, comme une lame lente, profonde, presque humaine. Un battement grave, unique, suivi d'un silence si dense qu'on aurait cru le village entier suspendu au-dessus d'un gouffre. Puis un second battement, puis un troisième. Au matin, on retrouva la natte de l'herboriste Kofi au milieu de sa cour, vide, encore tiède, comme s'il venait tout juste de s'y lever. Il n'y avait ni trace de lutte, ni sang, ni pas dans la poussière. Rien. Seulement, sur le mur de terre de sa maison, une empreinte noire en forme de paume, tracée avec une matière que personne ne parvint à identifier. 3 nuits plus tard, le tambour revint. Cette fois, c'est la vieille Adjoa, gardienne du sanctuaire au masque, qui disparut. Puis, la semaine suivante, un garçon de 17 ans, fils du forgeron, fut retrouvé hagard au bord du marigot, incapable de parler, les yeux vides, répétant seulement « Il marche sans pied. Il marche sans pied ». À partir de ce jour, on cessa de parler d'accident ou de fugue. Le village de Kpassa, blotti entre les collines rousses et les bouquets d'acacias tordus, se remit à vivre comme aux temps anciens, porte close avant la tombée du soleil, enfants rappelés d'un cri sec, femmes murmurant des prières au-dessus des marmites, hommes évitant de croiser le regard du bois sacré. Les anciens dirent que le tambour des ombres s'était réveillé. D'après la mémoire du village, ce tambour ne devait jamais sonner. Il dormait dans une case en ruine, près de l'ancien sanctuaire royal, enveloppé dans des étoffes noircies par le temps et la fumée. On disait qu'il n'était battu qu'en temps de trahison, quand la frontière entre les vivants et les morts s'amincissait au point de se fendre. On disait aussi qu'il appelait ce qu'il fallait nourrir. Les rumeurs gagnèrent les villages voisins, puis la route, puis la ville de Natitingou, où les chauffeurs de taxi-brousse racontèrent l'histoire en l'exagérant à chaque trajet. En moins de 15 jours, la région tout entière bruissait de versions contradictoires. Un esprit vengeur, une société secrète, un sacrifice, un sorcier revenu d'exil, un fantôme de guerre. C'est ainsi qu'un message arriva jusqu'à Cotonou, entre les mains d'une femme qui n'aimait ni les rumeurs, ni les fantômes, mais qui respectait les peurs lorsqu'elle portait le visage du réel. Madame Awa Soglo reçut la lettre un jeudi matin, au milieu de ses habitudes rigoureuses. Elle vivait dans une maison ancienne du quartier de Haye-Vive, aux volets au bleu nuit, au bougainvillier discipliné et à la terrasse impeccable où personne n'avait jamais vu traîner un coussin de travers. Awa Soglo détestait le désordre avec la même intensité que d'autres détestent l'injustice. Pour elle, l'un annonçait souvent l'autre. Elle avait 42 ans, une élégance sans ostentation, et une manière de s'asseoir qui donnait aussitôt à n'importe quelle chaise la dignité d'un trône. Son visage, fin et calme, inspirait confiance autant qu'il imposait la prudence. Ses yeux, surtout, étaient célèbres chez ceux qui avaient eu le malheur de lui mentir, sombres, attentifs, patients, avec cette qualité rare de ne rien sembler chercher tout en voyant tout. Elle avait été enseignante, puis consultante pour plusieurs affaires délicates que la police préférait parfois ne pas officialiser. On l'appelait lorsque les faits se déformaient sous le poids des superstitions, des secrets de famille ou du pouvoir. Elle n'aimait pas qu'on la dise détective. Elle préférait le mot observatrice. Une observatrice du chaos humain, avait-elle corrigé un jour un commissaire trop familier. Ce qui est très différent. Face à elle, ce matin-là, était assis Joël Dossou, son fidèle compagnon d'enquête. Joël avait 30 ans, un visage ouvert, des épaules solides, et cet enthousiasme légèrement naïf qui agaçait Awa autant qu'il la divertissait.
Ancien journaliste radio, il possédait une mémoire remarquable pour les détails sonores, les tournures de phrases, les accents et les contradictions qu'il ne comprenait pas toujours tout de suite, mais qu'il retenait avec une exactitude précieuse. Il parlait souvent trop vite, s'emballait facilement, croyait volontiers à l'extraordinaire avant de revenir au raisonnable, et servait de parfait contrepoint à la froide méthode d'Awa. Là où elle démontait les illusions, lui leur laissait d'abord une chance. « Encore une affaire de fantôme ?» demanda-t-il en voyant la lettre. « Non, » dit Awa en décachetant l'enveloppe. « Une affaire d'êtres humains qui veulent être pris pour des fantômes, ce qui est infiniment plus fatigant. » Joël sourit. « Tu n'as même pas lu ?» Elle lui tendit la page. « Lis sa voix haute. » Il s'exécuta. La lettre venait du chef de village de Kapasa. L'écriture tremblée avait été tracée par l'instituteur local. On y suppliait Awa Soglo de venir. La police départementale était passée, avait interrogé quelques personnes, puis conclu à des disparitions volontaires ou à des conflits privés. Mais la peur grandissait. Les récoltes restaient dans les champs. Les enfants ne dormaient plus. 2 familles parlaient tôt déjà d'abandonner le village. Et surtout, le tambour avait encore sonné la veille. Au bas de la lettre, une phrase plus sombre avait été ajoutée à l'encre presque effacée. Ils disent que la 3e lune emportera le dernier gardien. Après cela, personne ne pourra fermer la porte. Joël releva la tête. « J'admets que c'est très efficace. »« Oui, » dit Awa, « trop efficace. Prépare un sac. Nous partons dans 2 heures. » Le trajet jusqu'au nord fut long, poussiéreux et coupé de silence. À mesure qu'ils quittaient les zones côtières, le paysage changeait de respiration. Les grandes palmes cédèrent la place aux plaines plus sèches. Les routes aux bordures agitées se firent plus rudes, les villages plus espacés. Sur certaines portions, l'air semblait vibrer de chaleur, même lorsque le soleil déclinait. Joël conduisait, chantonnait parfois, s'arrêtait pour un café brûlant dans les gares routières, et posait des questions auxquelles Awa répondait par fragments. « Tu crois qu'il y a eu un meurtre ? Il y a au moins une mise en scène. Et le tambour ? Un tambour ne bat pas seul. Sauf si... Non. Tu n'as même pas laissé mon sauf si respirer. Parce que ton sauf si est sentimental. » Ils arrivèrent à Kapasa au crépuscule. Le village s'étendait en demi-cercle autour d'une place centrale dominée par un fromager gigantesque. Les maisons de terre rouge, basses, semblaient s'être tassées sous le poids des saisons. Plus loin, au-delà des dernières concessions, les herbes hautes s'ouvraient vers un bois sombre et compact. C'est là, leur dit-on plus tard, que se trouvait l'ancien sanctuaire. Dès leur arrivée, Awa sentit cette chose qu'aucun rapport officiel ne mentionne jamais, la texture particulière d'un endroit où la peur a pris racine. Les conversations s'éteignaient à leur passage. Les regards glissaient, puis revenaient, pleins d'attentes ou de soupçons. Les chiens eux-mêmes semblaient aboyer moins fort. Le chef du village, Baba Chandé, les reçut dans une cour éclairée par une lampe tempête. C'était un homme massif, d'une 60aine d'années, à la barbe poivre et sel soigneusement taillée, vêtu d'un grand boubou indigo. Son autorité naturelle était visible, mais éraflée par l'épuisement. « Madame Soglo, » dit-il avec gravité, « soyez la bienvenue. Nous avions besoin d'une personne qui n'ait peur ni de nos morts, ni de nos vivants. » Awa inclina légèrement la tête. « Ce sont généralement les vivants qui me préoccupent. » Le chef eut un sourire bref. « Alors vous êtes venus pour les bonnes raisons. » Ils furent rejoints par l'instituteur, un homme maigre nommé Ismaël, puis par maman Cécie, une veuve respectée que l'on consultait souvent pour les traditions et les généalogies du village. Le repas fut simple. Pâte de maïs, sauce aux feuilles, poisson fumé. Personne ne mangea avec appétit. Quand les formalités furent terminées, Awa demanda « Racontez-moi les disparitions, une par une, sans poésie, sans interprétation, seulement les faits. » Baba Chandé échangea un regard avec maman Cécie, puis commença. Kofi l'herboriste avait disparu le premier. C'était un homme solitaire, âgé d'environ 50 ans, qui connaissait les plantes et soignait parfois là où le dispensaire ne suffisait pas.
Certains le disaient cupide, d'autres simplement prudent. La veille de sa disparition, il avait eu une dispute publique avec un cultivateur, à propos d'une dette. La nuit suivante, le tambour avait sonné, puis Kofi s'était volatilisé. Adjoa, gardienne du sanctuaire, avait disparu 3 jours plus tard. C'était elle qui détenait les clés symboliques de la case sacrée, même si le sanctuaire n'était plus réellement actif depuis des décennies. On l'avait vue inquiète depuis la première disparition. Elle aurait dit à une cousine « Quelqu'un fouille dans ce qui devait rester fermé ». Puis, elle aussi s'était évanouie. Quant au jeune Sénat, fils du forgeron, il n'avait pas disparu, mais il avait été retrouvé au marigot dans un état de stupeur. Il assurait avoir vu, au milieu de la nuit, une silhouette drapée de blanc se déplacer sans bruit, suivie d'une lueur rouge. Puis, le tambour s'était mis à battre derrière lui, alors même qu'aucun homme n'était visible. « Et depuis » demanda Awa. « Depuis » dit Ismaël. 2 chèvres ont été retrouvées égorgées près du bois sacré. Une femme affirme avoir entendu quelqu'un appeler son nom avec la voix de sa mère morte. Et hier, on a découvert des cendres fraîches devant la case du sanctuaire. « Vous avez des ennemis ?»« Qui n'en a pas ?» soupira le chef. Awa se fit montrer les lieux dès le lendemain à l'aube. La case de Kofi était petite, nettoyée depuis, mais l'empreinte noire subsistait encore sur le mur, comme incrustée. Joël prit des notes. « On dirait du charbon gras », murmura-t-il, « ou un mélange avec de l'huile de palme et de la cendre », dit Awa. Assez théâtral, pas assez surnaturel. Elle examina le sol, les angles de la cour, la direction du vent, la disposition des objets, puis elle demanda « Qui a découvert la disparition ?»« Le voisin », répondit Ismaël. « Il est venu chercher Kofi au lever du soleil. Et personne n'a pensé à préserver la scène ? Ici, madame, quand les gens pensent qu'un esprit a frappé, ils ne songent pas à préserver. Ils songent à survivre. » Elle n'insista pas. Il n'y avait aucune utilité à reprocher au désordre rural ce qu'un commissariat urbain n'aurait pas toujours mieux géré. Au sanctuaire, en revanche, quelque chose attira aussitôt son attention. La case sacrée se tenait à l'orée d'un bosquet de nérés et de capoquiers, légèrement en retrait d'un sentier presque effacé. Le toit de chaume penchait, les murs de banco s'écaillaient. À l'intérieur, dans une demi-obscurité filtrée, reposait le fameux tambour. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Son bois noirci portait des scarifications anciennes, et sa peau tendue semblait encore solide malgré l'âge. Des corilles étaient fixées en motifs concentriques. Sur le sol, devant lui, des traces de cire, des plumes, des débris d'encens, et surtout, de très fines marques parallèles dans la poussière. Awa s'agenouilla. « Joël, regarde cela », il s'approcha. « Des griffes ? Non. Quelque chose a été tiré ici, ou roulé, très léger, mais régulier. » Elle avança, observa le mur arrière, puis leva la main vers un coin sombre sous la charpente. Une poulie rudimentaire y était presque dissimulée parmi les traverses. Joël cligna des yeux. « Ah !»« Oui », dit Awa doucement. « Ah !» est souvent le premier son de la vérité. Elle ne toucha à rien. Elle recula, balaya la pièce du regard, puis sortit sans commenter davantage. Le chef, resté à distance, demanda « Vous avez trouvé quelque chose ? J'ai trouvé qu'un esprit, ici, connaît bien les principes élémentaires de la mécanique. » Le vieil homme la regarda sans comprendre. Le village leur offrit une case d'hôtes près de la place centrale. Joël, une fois seul, explosa. « Une poulie, dans le sanctuaire. Donc quelqu'un actionne le tambour à distance ? Probablement. Donc tout est faux. Non, dit Awa. Tout n'est pas faux. La peur, elle, est très vraie. Les disparitions aussi. » Joël se rassit. « Tu crois que la même personne met en scène le tambour et enlève les gens ? Soit une même personne, soit plusieurs complices. Mais la question importante n'est pas « comment ». La question importante est « pourquoi maintenant ?» Elle retira ses boucles d'oreilles avec méthode. Le tambour n'est qu'un langage. Il faut comprendre ce qu'il cherche à obtenir. Fuite, silence, cession d'un bien, vengeance, contrôle social.
Tu oublies secte secrète. Non, je l'ai mis dans mauvais théâtre collectif. Cette nuit-là, peu avant minuit, le tambour résonna de nouveau. Un battement sourd, suivi d'un second, plus proche, puis d'une série lente qui fit se dresser les chiens et hurler un nourrisson dans une concession voisine. Joël bondit. Ça vient du bois. Awa était déjà debout. Lampe, carnet. Et n'oublie pas que courir sans regarder est une manière très vulgaire de mourir. Ils sortirent dans un village figé par la terreur. Quelques portes s'entr'ouvraient, vite refermées. Au loin, entre les arbres, une lueur rouge vacillait. Ils avancèrent sans bruit sur le sentier. Le tambour s'arrêta brusquement, puis un cri, bref, étouffé, humain. Ils accélérèrent. Arrivés près du sanctuaire, ils trouvèrent maman Cécile agenouillée dans la poussière, tremblante, la main pointée vers le bois. « Je l'ai vu », sanglotait-elle. « Je l'ai vu. Il m'a regardée. »« Qui ?» demanda Awa, le gardien sans visage. Joël leva sa lampe. Entre les troncs, quelque chose venait manifestement de bouger. Mais déjà le silence reprenait ses droits. Awa s'agenouilla devant la vieille femme. « Pourquoi êtes-vous sortie ?» J'ai entendu Adjoa appeler mon nom. Sa voix. Sa vraie voix. Et ensuite, la lumière, puis la forme blanche, puis le tambour, puis cette odeur. Awa se figea. Quelle odeur ? Celle des feuilles amères qu'on brûle pour chasser les revenants. Joël observa les alentours et murmura. « Je sens autre chose aussi. »« Oui, dit Awa. Pétrole lampant. » Ils raccompagnèrent si maman Cécile chez elle. En chemin, Awa remarqua que la vieille femme s'appuyait lourdement sur sa canne, mais ne perdait pas totalement ses moyens. Une terreur réelle, oui. Mais une terreur encadrée par des attentes, des récits, une mémoire préparée à croire. Le lendemain, Awa demanda à voir Sénat, le fils du forgeron. Le garçon était assis sous un manguier, regard perdu, entouré de 2 tantes inquiètes. Son père, Gani, un homme musclé aux avant-bras noircis par le feu, semblait partagé entre colère et honte. « On dit qu'il ne parle plus », dit Awa. Pourtant, il a répété une phrase. « Depuis hier, plus rien », répondit Gani. « Laissez-nous. » Les tantes protestèrent, puis cédèrent devant le ton calme d'Awa. Joël resta légèrement en retrait. Awa s'assit face au garçon. « Sénat, je ne suis ni marabout, ni prêtresse, ni policière. Je suis une femme qui déteste perdre du temps. Regarde-moi. » Long silence. Puis, très lentement, les yeux du garçon se levèrent. « Bien, tu vois, tu n'es pas perdu. » Elle poursuivit. « Tu as vu quelque chose, peut-être très effrayant, peut-être très bien fabriqué pour effrayer. Mais ce que tu as vu n'a de pouvoir sur toi que tant que tu lui refuses des mots. » Le jeune homme déglutit. Il marchait. Qui ? Je ne sais pas. Couvert, tout blanc. Un tissu ? Oui. Non. Je ne sais pas. Une taille d'homme ? Oui, peut-être. Avec un visage ? Pas vraiment. Comme s'il n'y avait rien. Joël frissonna malgré lui. Awa continua, implacable. La lumière rouge venait d'où ? Derrière lui. Haute ou basse ? Basse, près du sol. Et le tambour ? Il battait. Mais je ne voyais personne. Tu étais loin ? Je courais. Puis j'ai entendu une voix derrière moi, celle de ma grand-mère. Elle est morte il y a 5 ans, elle disait. Ne te retourne pas. Alors je me suis retournée. Awa ferma brièvement les yeux, comme pour saluer la bêtise universelle de l'espèce humaine. Bien. Et après ? Plus rien. J'ai couru jusqu'au marigot. En sortant, Joël souffla. C'est crédible, bien sûr. Un témoignage peut être crédible et faux à la fois. La peur est un excellent décorateur. Elle se dirigea ensuite vers la forge de Gani. Le lieu était couvert de poussière noire, de métal battu, d'outils suspendus. Dans un coin, elle aperçut un morceau de fil métallique fin, presque neuf, ainsi qu'un petit crochet recourbé. « Vous travaillez pour le sanctuaire ?» demanda-t-elle. « Non, plus depuis longtemps. » « Qui réparait les objets cérémoniels autrefois ? Mon frère, avant sa mort. Et parfois, Kofi l'herboriste venait demander de petites choses.
Kofi, pourquoi faire? Boîte, crochet, fermeture. Il disait que c'était pour ses remèdes. Awa prit note mentalement. Les jours suivants, elle interrogea tout le monde. Une femme affirma avoir vu une silhouette traverser son champ sans écraser les herbes. En réalité, en reprenant pas à pas son récit, Awa établit qu'elle l'avait aperçu de loin, à la lumière oblique de l'aube, depuis un terrain en pente. Un effet de perspective suffisait. Un enfant jura qu'un visage flottait au-dessus du sanctuaire. Il se révéla qu'il avait regardé à travers une calebasse fendue dans laquelle il jouait. Le voisin de Kofi prétendit entendre, depuis plusieurs nuits, un bourdonnement comme un essaim qui parle. Awa identifia tout simplement un vieux câble électrique alimentant par intermittence une ampoule de cour. Chaque détail isolé semblait renforcer la légende. Pris ensemble, ils révélaient surtout un environnement prêt à interpréter n'importe quelle anomalie comme un signe. Mais une question demeurait. À qui profitait cette mise en scène? La réponse commença à émerger lorsqu'Awa demanda à consulter les archives foncières simplifiées conservées par l'instituteur et le chef. Kapasa n'avait pas d'acte moderne impeccable. Mais chacun savait, plus ou moins, qui possédait quelle terre, quels arbres, quels droits d'usage sur les zones boisées. Or, le sanctuaire ancien et la parcelle attenante se trouvaient précisément sur une bande de terrain longtemps disputée entre le village et un opérateur privé qui cherchait, selon Ismaël, à obtenir une autorisation d'exploitation de carrières de pierre un peu plus loin dans les collines. Qui négociait avec ces gens? Demanda Awa. Le chef hésita. Le conseiller communal et un notable du village. Lequel? Kofi. Avant sa disparition, il servait d'intermédiaire. Il lisait le français administratif mieux que la plupart. Joël leva les yeux. L'herboriste? Oui, dit le chef avec gêne. Il rendait service. Et se servait aussi, sans doute. Awa posa calmement les papiers. Donc le premier disparu était mêlé à une affaire de terre. La gardienne du sanctuaire a disparu après avoir parlé de quelqu'un qui fouillait ce qui devait rester fermé. Et maintenant, tout le village a peur de s'approcher de cette zone. C'est très commode. « Vous pensez qu'on veut nous chasser ?» demanda Ismaël. « Je pense qu'on veut au minimum vous rendre aveugle. » Ce soir-là, Awa demanda à Joël de l'accompagner au sanctuaire avant la tombée complète de la nuit. Ils y allèrent, sans escorte. Elle inspecta l'arrière de la case, contourna le bosquet, mesura des distances à grands pas, examina plusieurs troncs. Enfin, elle s'arrêta devant un buisson d'épineux où un fil presque invisible courait à ras du sol. « Là », murmura Joël. « Oui. » Le fil allait jusqu'à une excavation naturelle dans la roche, dissimulée par des branchages. À l'intérieur, une petite réserve de pétrole, une lanterne à verre rouge, 2 morceaux de tissu blanc enduit d'une substance phosphorescente artisanale, une corde et un système rudimentaire relié au tambour par les poulies du sanctuaire. Joël souffla. Incroyable. Non, très banal au contraire. L'humanité adore truquer l'invisible. Mais il y avait aussi autre chose. Dans un coin de la cache, sous une toile, Awa trouva un sac contenant des papiers froissés, des reçus et un carnet de notes. L'écriture ne ressemblait pas à celle du chef ni de l'instituteur. Plusieurs chiffres y figuraient, des noms abrégés, des initiales et surtout une mention répétée. 3e lune égale signature définitive / départ des gêneurs. Joël blêmit. Départ des gêneurs. Oui, dit Awa. Voilà une formule qui manque singulièrement de spiritualité. Ils rapportèrent le carnet en silence. On prévient la police ? Demanda Joël. Pas encore. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas encore qui tient le rôle principal. Et parce que si nous avons affaire à des complicités locales, quelqu'un disparaîtra avant l'aube. Elle fit venir discrètement Ismaël dans leur case. L'instituteur lut le carnet à la lumière basse. « Cette écriture, dit-il enfin, je crois la connaître. Je vous écoute. C'est peut-être celle de Sosten Biao, le secrétaire du conseiller communal. Il vient parfois ici. Mais, il n'agirait pas seul. Il ne connaît pas assez les traditions du village pour inventer tout cela avec autant de précision. » Awa hocha la tête. « C'est exactement ce que je pense.
Elle passa une grande partie de la nuit éveillée, à relire ses notes. Au matin, elle demanda soudain « Où est maman Cécile ?» On envoya quelqu'un la chercher. On revint avec la nouvelle qu'elle n'était pas chez elle. Sa canne était restée contre le mur, son lit défait, la porte ouverte, et que dans la poussière du seuil, une mince ligne noire de cendres. Le village bascula dans la panique ouverte. Cette fois, plusieurs hommes voulurent incendier le sanctuaire. D'autres s'y opposèrent, assurant qu'on ne provoque pas ce qu'on ne comprend pas. Les femmes pleuraient. Les enfants furent regroupés dans les concessions les plus grandes. Le chef criait pour établir un semblant d'ordre. Hawa, au centre de cette agitation, ne haussa jamais la voix. « Personne ne brûle rien, dit-elle, et personne ne quitte le village avant ce soir. » Le chef la fixa. « Vous savez quelque chose ? » ?»« Oui. »« Alors dites-le. » Quand j'aurai le dernier morceau, Joël, lui, n'était pas aussi serein. « Tu penses qu'ils vont tuer quelqu'un avant qu'on puisse les arrêter ? » Je pense qu'ils n'ont déjà pas improvisé. Tout cela dure depuis trop longtemps. Et maman Cécile ? Soit elle est victime, soit elle est actrice. Tu crois qu'elle joue un double jeu ? Je crois surtout qu'elle en sait plus qu'elle n'a dit. Les gens qui gardent les légendes gardent souvent aussi les clés aux pratiques. Ils attendirent la tombée du soir. Hawa avait fait transmettre, à voix suffisamment haute pour être entendue, qu'elle comptait se rendre seule au sanctuaire à la 3e veille afin d'y interroger les morts à sa manière. Joël avait protesté avec justesse et conviction devant témoins. Cela faisait partie de la mise en scène. En réalité, Joël se cacherait derrière la case avec 2 jeunes hommes sûrs choisis par Ismaël. Le chef resterait plus loin avec 3 autres. Hawa, elle, se présenterait seule, lampe en main, comme appât volontaire. « Je déteste ce plan », chuchota Joël. « Excellent. Cela lui donne davantage de crédibilité. Tu plaisantes encore. À peine. » La nuit tomba, vaste et chaude. Au loin, les insectes froissèrent l'air. Le bois sacré semblait respirer plus lentement que le reste du monde. Hawa avança sur le sentier, droite, en pagne sombre et blouse claire. Sa lampe jetant un cercle tremblant autour d'elle. « Je suis venue, dit-elle à voix haute. Voyons si vos ancêtres sont plus éloquents que vos mensonges. » Le tambour répondit. Un battement, puis un autre, puis une série continue, plus rapide. La lueur rouge s'alluma entre les arbres. Une silhouette blanche apparut, flottante, irréelle à distance, glissant à quelques centimètres au-dessus du sol. Même en sachant le trucage, le spectacle gardait quelque chose de troublant. Hawa ne bougea pas. « Vous êtes en retard, » dit-elle calmement. Un fantôme digne de ce nom ne fait pas attendre une dame. La silhouette s'arrêta. Puis une voix sourde, déformée, s'éleva. « Pars, ou prends la place des condamnés. »« Vous articulez mal, » répondit Hawa. « Et votre accent administratif ruine l'effet. » Il y eut un flottement, un bruit sec. Quelqu'un venait de trébucher derrière la case. La silhouette se détourna brusquement. Dans le même instant, Hawa lança sa lampe au sol, plongea sur le côté et cria « Maintenant !» Joël et les autres surgirent. Une lutte brève, confuse, éclata derrière les arbres. La lumière rouge bascula, révélant un homme empêtré dans des tissus enduits de poudre blanchâtre. Un second tenta de fuir vers le sanctuaire, mais se heurta au chef et à ses hommes. Quand tout se stabilisa enfin, 2 individus étaient maintenus au sol. Le premier était bien Sosten Biao, secrétaire communal, le visage couvert de sueur et de phosphore. Le second arracha lui-même son voile dans un rictus de rage. Un murmure d'effroi parcourut les hommes rassemblés. C'était maman Cécile. Joël resta bouche bée. Bon sang. La vieille femme se redressa autant que ses bras retenus le permettaient. Son regard n'avait plus rien de tremblant. Il brûlait d'une intelligence dure, presque méprisante. « Bande d'aveugles !» cracha-t-elle. « Vous ne comprenez rien. » Le chef chancela. « Cécile, toi ?» Hawa s'approcha sans triomphe. « Oui, il fallait quelqu'un qui connaisse parfaitement vos peurs, vos récits, vos interdits,
les voix à imiter, les gestes à reproduire, les moments à choisir. Sostène apportait la logistique moderne, les négociations, les acheteurs. Elle apportait le vieux langage du village. « Tu mens !» hurla Sostène. « Non !» dit Awa. « Mais vous allez bientôt devoir cesser. » Elle se tourna vers le chef. « Faites-les asseoir, et que personne ne les frappe. J'aimerais que, pour une fois, la vérité soit plus forte que l'émotion. » Ils furent ramenés dans la cour du chef sous surveillance. Le village entier semblait s'y être vidé. Les lampes formèrent un cercle de visages tendus. Awa prit la parole. « Voici ce que je crois avoir compris. Corrigez-moi si nécessaire. » Elle fixa d'abord Sostène. « Vous travaillez avec des gens intéressés par les terrains proches du sanctuaire et de la carrière projetée. Pour obtenir la zone sans résistance, il fallait 2 choses. Désorganiser le village et faire taire certaines personnes. » Puis, elle regarda maman Cécile. « Vous saviez que l'ancien sanctuaire faisait encore peur à tous. Vous saviez aussi que Kofi l'herboriste, intermédiaire cupide, avait commencé à négocier de son côté, peut-être en réclamant plus d'argent ou en menaçant de parler. Alors, il est devenu le premier disparu. Le silence pesait comme une pierre. Adjoa, la gardienne, a surpris des fouilles ou découvert les manipulations autour du tambour. Elle aussi est devenue gênante. Quant à Sénat, il n'était pas prévu. Il a vu trop tôt l'une de vos apparitions et il fallait le terroriser suffisamment pour qu'il passe pour fou au lieu d'être entendu. » Joël ajouta, presque malgré lui. Les voix, les odeurs, les lumières rouges, tout était préparé. « Oui, » dit Awa, « le pétrole, les tissus traités, la poulie, le fil, les poudres de cendre, les imitations de voix. Un théâtre parfaitement pensé pour un public déjà prêt à croire. » Le chef demanda d'une voix rauque « Et les disparus, où sont-ils » Pour la première fois, quelque chose vacilla dans le visage de maman Cécile. Pas de remords, de la fatigue. « Kofi est mort, dit-elle. » Un cri jaillit de la foule. « Taisez-vous, lança Awa. Maman Cécile poursuivit. Il a voulu nous doubler. Il menaçait de parler aux conseillers opposés au projet. Sostène s'est emporté. Ce n'était pas prévu comme ça. Sostène hurla. « C'est toi qui avais dit qu'il fallait le faire taire. Et Adjoa ?» demanda Awa. Maman Cécile détourna les yeux. Elle n'est pas morte. Un frisson parcourut l'assemblée. Où est-elle ? Dans l'ancienne grange, près du ravin. Attachée, nourrie. Le chef se leva d'un bond. 4 hommes partirent immédiatement avec Ismaël. Joël murmura « Mon Dieu, non », dit doucement Awa. Rien de divin ici. Seulement l'avidité et la peur. Mais l'affaire n'était pas finie. Car lorsqu'Adjoa fut ramenée, épuisée, amaigrie, mais vivante, elle murmura quelque chose qui fit lentement tourner toutes les têtes vers maman Cécile. « Ce n'est pas pour la carrière », dit-elle d'une voix cassée. Pas seulement, elle cherchait le coffre. Awa se raidit imperceptiblement. Quel coffre ? Adjoa avala difficilement. Sous le sanctuaire, les anciens avaient caché les insignes et les papiers, les lignées, les pactes. Elle voulait prouver qu'elle était l'héritière des gardiens. Un bourdonnement traversa la foule. Maman Cécile se mit à rire. Un rire bref, usé, presque triste. « Voilà, » dit-elle. « Enfin, vous vouliez comprendre ? Comprenez donc ?» Elle leva les yeux vers le fromager immense. « Toute ma vie, j'ai gardé des récits que plus personne n'écoutait que pour s'amuser aux funérailles. Toute ma vie, j'ai vu les ignorants venir découper ce village morceau par morceau au nom du progrès, du papier, des hommes de la ville. Les anciens avaient laissé plus qu'un tambour. Ils avaient laissé des preuves, des terres, des serments, des noms. Si j'avais retrouvé ce coffre, j'aurais pu leur fermer la bouche à tous, aux acheteurs, aux élus, aux menteurs. » Awa la regarda sans ciller. « Alors pourquoi travailler avec Sostène ? Parce qu'il avait besoin du village et que j'avais besoin de ses moyens. Nous pensions nous utiliser l'un l'autre. Et vous avez commencé à supprimer les témoins, à écarter les traîtres, rectifia-t-elle sèchement. Kofi était-il un traître ? Demanda le chef, voix brisée. Ou seulement plus cupide que vous ?
Maman Cécile ne répondit pas. Awa, elle, réfléchissait. Il manquait encore quelque chose, une pièce souterraine à cette construction. Une raison pour laquelle maman Cécile, femme de mémoire avant tout, avait accepté d'aller si loin dans l'horreur. Elle posa alors la question la plus simple. Le coffre existe-t-il vraiment ? La vieille femme sourit. Ce n'était ni un oui ni un non, c'était pire. Adjoa, tremblante, murmura. Mon grand-père disait qu'il était là, mais personne ne l'a jamais trouvé. Joël regarda Awa. Tu crois qu'elle disait vrai ? Je crois, répondit Awa, qu'il existe toujours un coffre dans les histoires humaines, parfois rempli d'or, parfois rempli de papier, parfois vide. Mais ce qui compte, c'est ce que les gens sont prêts à faire pour ce qu'ils imaginent y trouver. La police départementale arriva au petit matin, convoquée discrètement pendant la nuit par Ismaël depuis un relais plus loin sur la route. Sostène fut emmenée sans gloire. Maman Cécile, elle, partit droite malgré les liens, regard fier, comme si elle refusait jusqu'au bout d'être réduite au rang banal d'une criminelle. Avant de monter dans le véhicule, elle se tourna vers Awa. « Vous n'avez pas tout résolu, c'est vrai. Vous n'avez pas trouvé le coffre, non. Alors le tambour parlera encore. » Awa la fixa longtemps. Non, le tambour ne parlait déjà pas. Il ne faisait que répéter votre fin. Les jours suivants, le village tenta de recoller sa propre image. On enterra symboliquement Kofi, en attendant que son corps soit retrouvé là où Sostène avait fini par indiquer l'avoir dissimulé, dans un ravin pierreux, à plusieurs kilomètres. Adjoa fut soignée. Sénat recommença à parler, d'abord par phrases courtes, puis plus franchement quand il comprit que le gardien sans visage avait un visage très ordinaire. Le sanctuaire fut nettoyé, mais non détruit. Awa y insista. « On ne guérit pas de la peur en brûlant son décor, dit-elle au chef. On guérit en apprenant à le regarder en plein jour. » On démonta la poulie, on retira les fils, on montra aux villageois les tissus phosphorescents, les lampes rouges, les imitations de voix. Certains se sentirent honteux d'y avoir cru. D'autres se vexèrent qu'on leur prouve si brutalement leur crédulité. D'autres encore continuèrent de chuchoter qu'on n'explique pas tout. Et sur ce point, à la surprise de Joël, Awa ne les contredit pas entièrement. Le dernier soir avant leur départ, ils retournèrent tous deux au sanctuaire, à la lumière orangée du couchant. Le bois était silencieux. L'air sentait la terre chaude, la feuille froissée, la fin du jour. « Tu as l'air préoccupé, » dit Joël. « Je le suis. À cause du coffre, entre autres. » Elle s'approcha de l'endroit que maman Cécile avait fouillé. La terre avait été remuée à plusieurs reprises. Rien n'était apparu. Pourtant, Awa restait immobile, attentive. « Tu crois qu'il y a vraiment quelque chose dessous ? Peut-être. Peut-être pas. Et tu vas creuser ? Non. Pourquoi, après tout ça ? Awa sourit légèrement. Parce que cette affaire n'était pas une chasse au trésor. Et parce qu'il existe des vérités qui, sorties trop brutalement du sol, empoisonnent davantage qu'elles n'éclairent. Joël fit quelques pas, puis se figea. Attends. Sous un pan de mur à demi effondré, il venait d'apercevoir un objet à moitié pris dans la terre. Il s'agenouilla et le dégagea doucement. C'était un petit pendentif de cuivre très ancien, gravé d'un signe spiralé, attaché à un morceau de corde décomposé. « Tu vois ?» dit-il avec excitation. « Quelque chose était caché ici. » Awa prit l'objet, l'observa à la lumière basse. Son regard changea à peine, mais Joël la connaissait assez pour y déceler une vibration réelle. « Ce symbole, murmura-t-elle, tu le connais ? Je l'ai déjà vu, dans un vieux registre familial conservé à Porto Novo. Une marque associée à certaines lignées de gardiens rituels du Nord. Très rare. Donc maman Cécile disait vrai. » Awa referma sa main sur le pendentif. Elle disait peut-être une partie de la vérité, ce qui est la manière la plus dangereuse de mentir. Ils restèrent un moment sans parler. Le soleil s'effaçait. Les premières chauves-souris découpèrent le ciel. Puis, sans qu'aucune main visible ne le touche, un son très léger monta du tambour. Un seul frémissement.
Pas un vrai battement, plutôt une vibration sourde, comme si la peau tendue avait répondu à un souffle de vent ou à autre chose. Joël se retourna brusquement. « Tu as entendu ?» Hawa, immobile, regardait l'instrument dans la pénombre. « Oui. Le vent ? Peut-être. Tu n'as pas l'air convaincu ? » Je ne suis jamais convaincue par ce qui arrive au moment précis où l'on s'attend à ce que quelque chose arrive. Mais sa voix, pour la première fois depuis le début de l'enquête, n'était pas totalement certaine. Joël s'approcha du tambour, passa la main dans l'air autour de lui, inspecta le toit, les poutres, le sol. Il n'y a rien. Hawa glissa le pendentif dans sa poche. Alors nous dirons qu'il n'y avait rien. Ils quittèrent le sanctuaire. Au bout du sentier, Joël se retourna une dernière fois. Entre les arbres, le bois semblait les observer. Rien ne bougeait. Pourtant, il aurait juré qu'une odeur de feuilles amères flottait encore dans l'air. « Hawa, oui ? Tu crois aux fantômes ?» Elle marcha quelques secondes avant de répondre. « Je crois que les morts restent rarement tranquilles quand les vivants manipulent leur mémoire. Quant au reste, j'accorde toujours au réel la première chance, mais jamais la seule. » Joël sourit. « C'est presque une réponse mystérieuse, je suis fière de toi. Ne t'habitue pas à mes élans de poésie. » Le lendemain, ils reprirent la route. Derrière eux, Kapasa retrouvait lentement ses gestes ordinaires. Les pilons du matin, les enfants courant pieds nus, la fumée des cuisines, les chèvres mécontentes, les appels d'un champ à l'autre. Mais quelque chose avait changé. Le tambour ne régnait plus sur les nuits. Son pouvoir avait été réduit à ce qu'il était peut-être depuis le début. Un objet ancien, dangereux seulement lorsqu'on lui prête des mains invisibles. Et pourtant, des semaines plus tard, à Cotonou, alors qu'Hawa rangeait ses notes avec sa précision habituelle, Joël entra dans son bureau avec le journal local du Nord. Regarde ça. Un petit article en bas de page mentionnait qu'après de fortes pluies, un pan de terrain près de l'ancien sanctuaire de Kapasa s'était affaissé. Des enfants y avaient découvert une cavité maçonnée ancienne. On n'en connaissait pas encore le contenu. Les autorités locales avaient fait fermer l'accès en attendant. Joël leva les yeux vers elle, triomphant. Le coffre, peut-être. Tu ne vas pas dire peut-être avec ce petit air-là. Je dis peut-être parce que j'ai une réputation de prudence à défendre. Et aussi parce que tu as gardé le pendentif sans le déclarer ? Joël. Quoi ? Certaines observations ne deviennent des preuves qu'au moment opportun. Cette phrase serait insupportable si elle n'était pas brillante. Hawa plia le journal avec soin. Un jour, nous y retournerons. Donc l'histoire n'est pas finie. Aucune histoire humaine n'est jamais vraiment finie. C'est simplement notre fatigue qui les interrompt. Elle se leva, alla vers la fenêtre, regarda un instant la lumière sur la cour. Puis elle ajouta, presque pour elle-même. Et parfois, derrière une imposture, attend une vérité plus ancienne encore. Joël l'observa. « Tu sais que ça ferait une excellente fin de narration ? Alors note-la, dit-elle. Mais ne la dramatise pas trop. Les gens ont déjà assez peur de ce qu'ils inventent. » Dehors, le vent remua légèrement les bougainvilliers. Quelque part, très loin, dans un village du nord qu'aucune carte ne racontait vraiment, un tambour ancien reposait à nouveau dans l'ombre. Muet, peut-être, ou patient. Et voilà. Le silence est revenu sur le village de Kapasa. Le tambour ne résonne plus dans la nuit. Les ombres semblent s'être retirées. Et pourtant, certaines questions restent sans réponse, car derrière les mensonges, il y avait des vérités. Et derrière les vérités, peut-être quelque chose d'encore plus ancien. Un coffre jamais ouvert, un symbole oublié. Et ce tambour, qui même réduit au silence, semblait encore écouter. Alors dites-moi, si vous aviez été à la place d'Hawa Soglo, auriez-vous creusé pour découvrir ce qui était réellement caché sous le sanctuaire ? Ou auriez-vous préféré laisser certaines choses là où elles doivent rester ? Parce que parfois, ce qu'on ne voit pas n'est pas forcément ce qui est le moins dangereux. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de me dire en commentaire
ce que vous pensez vraiment, malédiction ou manipulation? Et surtout, êtes-vous prêt pour la prochaine enquête d'Awa Soglo? Parce que croyez-moi, ce n'est que le début.